s'est déconnecté. Bon, on leur a dit au revoir, donc bonjour à tous et à toutes. On va prendre le relais avec Thibaut. Thibaut, je vais te laisser peut-être partager ta présentation. Très bien. Bonjour à tous. Alors, du coup, j'avais quelques questions, j'aurais bien aimé pouvoir peut-être y répondre également, mais on pourra revenir peut-être à la suite. Alors, juste aussi, je m'interromps avant que tu commences, les questions sur les besoins non exprimés que j'ai entendues, j'étais hors scène, donc j'ai pas répondu, mais on va y répondre déjà en partie dans la présentation qu'on va faire avec Thibaut. Voilà, les questions liées aux besoins non exprimés, etc., et le dosage dont parlait Sophie, on va en parler de manière plus élaborée dans cette seconde partie du webinaire. Voilà. En tout cas, déjà, merci au GT de nous avoir invités pour cette 8e journée, cette 8e édition des Journées françaises de l'ingénierie des exigences. Alors, on s'est proposé d'être sur le thème de comment recueillir efficacement des besoins métiers pour sécuriser des projets de transformation. On a beaucoup de mots-clés, on reviendra dessus tout au long de cette présentation. Dans un premier temps, je vous propose un petit peu de nous présenter, Alice et moi, ainsi que IBA France, qui on est, qu'est-ce que l'on fait. Donc, IBA France, de manière générale, pour faire très simple, c'est une association autour du métier de la business analyse. Nous reviendrons sur une compétence, on a vu souvent le terme élucidation, éllicitation. On s'attardera un petit peu justement sur cette compétence qui est une compétence du business analyst qui est un élément clé pour la sécurisation des projets. Et on verra aussi pourquoi est-ce qu'on parle de sécuriser un projet. En effet, on verra que d'après 2018, on est encore sur des taux d'échec de projets relativement importants. Ali, je te laisse te présenter. Oui, alors je suis Alice Vacchi, je suis business analyst freelance depuis 2008. J'ai eu une première carrière dans le contrôle de gestion, la finance, avant de changer de métier. Je suis également fondatrice du site bestofbusinessanalyst.fr. C'était initialement un blog en fait qui me permettait de partager ma pratique. Et puis là, ça s'est pas mal étoffé parce qu'il y a une communauté de business analystes francophones qui m'a rejointe et qui m'a permis de faire évoluer ce blog vers, on va dire, des réseaux sociaux. Donc, vous trouverez sur YouTube, sur Facebook, Twitter ou LinkedIn pas mal de contenus gratuits où je partage toute mon expérience. Ça m'a aussi conduite à créer cette année une école en ligne qui s'appelle Best of Business Analyst, dans laquelle je commence à élaborer un catalogue de formations pour aider les business analysts à se former. Et j'ai la joie d'être depuis début 2020 membre du conseil d'administration du chapitre France de IBA, dont Thibaut est le président fraîchement élu. Voilà, grande rencontre humaine aussi de beaucoup de bénévoles qui ont envie de promouvoir les pratiques de l'analyse métier. Et donc voilà, je suis très contente d'en faire partie cette année. Voilà. À ton tour. Merci Alice. Pour ma part, donc je suis business analyst, je suis consultant formateur associé dans le cabinet de conseil BPMS. J'interviens depuis plus de 8 années sur différentes typologies de projets, dans de l'architecture d'entreprise, dans de l'architecture de solutions, autour des sujets de business analyst, tous secteurs confondus, c'est-à-dire tant sur des sujets défense comme sur des sujets recherche, en passant beaucoup par le secteur public ou le secteur industriel également. Avec mon associé, et notamment Jean-François Pyrrhus, nous avons écrit le livre Maîtriser les techniques de business analysis, outils et cas pratiques, qui est un des premiers, qui est le premier même livre sur la business analysis rédigé en français, non traduit de l'anglais. Membre du CA d'IBA France depuis 2017, j'ai pris la présidence en juillet 2020. J'ai pris la présidence. J'ai été élu président en juillet 2020, et notamment avec l'équipe dont Alice fait partie et également Jean-Marc Maillet qui fait partie des participants, j'ai pu voir. Alors, on parle de IBA. Qu'est-ce qu'est IBA? IBA est une association professionnelle internationale créée en 2003 qui regroupe 29 000 membres, 110 chapitres et qui propose
Alors, j'ai une petite coquille, non pas 5 certifications, mais bien 6 certifications qui sont 3 au niveau du core concept modèle, j'ai envie de dire, de l'activité de la business analyse. Le premier niveau, CBA, le second niveau qui justifie 3 ans d'expérience, c'est CBA, et le dernier niveau, le troisième niveau, CBAP, qui valide 5 années d'expérience. CCBA et CBAP étant des certifications renouvelables. Après, il y a des certifications dites spécifiques qui sont dans le cadre d'activités particulières, hein, dans le cadre de l'activité agile, qui sont en SSC, dans le cadre de l'analyse data, qui sont CBDA, et dans le cadre de la sécurité informatique, euh, CCA. Voilà. Côté France, donc nous sommes également une association loi 1901, existante depuis 2007. Aujourd'hui, ce que l'on cherche à faire, donc, c'est la reconnaissance des certifications et notamment leur inscription au sein du répertoire France Compétences pour demain vous pouvoir vous former à la business analyse en utilisant vos crédits CPF dans différents organismes de formation qui préparent la certification ou qui vous permettent de cumuler des points de développement personnel, comme Alice propose également. Nous réalisons de la traduction de matériaux IBA et à ce titre, nous participons avec le chapitre Genève à la coordination de tous les chapitres francophones au sein d'IBA et donc cherchons à faire peser un peu plus l'aspect francophone au sein même d'IBA. Nous proposerons également en complément des certifications déjà proposées une nouvelle certification propre à la France, qui sera portée uniquement par le chapitre IBA France. Nous animons la communauté hein, au travers des after-work, de webinaires, des conférences dans lesquelles nous animons ou nous faisons inviter, des hackathons avec les étudiants ainsi que d'autres groupes de travail, l'Open Group, le C2P, et puis prochainement, par exemple, la FAV, et puis on en parlait encore juste avant, peut-être sans doute le GT qui est à l'initiative de cette JFIE. On accompagne également les écoles qui cherchent à professionnaliser leurs étudiants dans la business analysis. On a notamment actuellement, on a toujours historiquement l'école ITESIA qui est membre de la CCI de Paris et également l'école Schema Business School du côté de Nice. Et dernièrement, nous avons enregistré l'IAE de Clermont-Ferrand dans le cadre de son master innovation qui fait partie des 10 meilleurs masters au classement SMBG autour de l'innovation, ainsi que l'école Epitech. Voici un petit peu pour présenter ce que nous faisons. La business analyse, telle que nous la voyons au sein d'IBA, telle que nous la défendons, hein, c'est une pratique qui intervient à partir du moment où un changement est ou doit être opéré au sein de l'entreprise. Ce changement est justifié par un besoin, par des problèmes et va devoir apporter une solution. Ces éléments, pour pouvoir passer du besoin à la solution, va utiliser des éléments, disons, c'est ce qu'on appelle le Business Analysis Core Concept Model, le BACCM, 6 approches hein, qui sont le besoin, la solution, le changement, les parties prenantes, les contextes et la valeur. Cette notion de valeur qui existe, hein, la notion de valeur existe depuis très très longtemps, beaucoup dans le milieu industriel, mais on commence à beaucoup en entendre parler. J'ai vu qu'il y avait Olaf Dalmeger, je pense qu'il va être content que j'en parle, où il y a une association en France qui s'appelle la FAV qui défend un petit peu ses intérêts. En somme, c'est valoriser, chercher à estimer la valeur d'une solution et chercher à ne pas se tromper dans ce qui va être proposé. La business analysis se pratique au sein à différents niveaux dans l'entreprise. Tous les points communs où elle se pratique, c'est qu'elle cherche à répondre à un changement. C'est là où souvent aussi en France, on est un peu décorrélé par rapport à la pratique, hein, c'est-à-dire que chez nos amis anglo-saxons, le business analyst intervient très souvent en amont projet et participe à l'intérêt à faire ou non du projet. On le verra un peu plus tard, c'est ce qu'on appelle le besoin initial, la vision 360. On reviendra dessus tout à l'heure. Pour être expert, le business analyst s'appuie sur un référentiel, hein, le BABOK, le Business Analysis Book of Knowledge, qui reprend 6 domaines de connaissances qui vont être la première, l'élicitation et la collaboration pour le recueil, le traitement, le partage des exigences.
l'évaluation d'une solution, l'analyse de l'entreprise, l'analyse de l'existant, l'analyse stratégique, hein, qui va être utilisée également pour évaluer la pertinence ou non d'une solution. C'est là où on rejoint notamment, j'en parlais tout à l'heure, l'aspect valeur. L'analyse des exigences, de la modélisation ou regarder les propositions d'amélioration qui pourront être proposées par rapport à une exigence partie prenante. La gestion du cycle de vie des exigences et ensuite la planification et la planification du travail du business analyst. En somme, on est invité aujourd'hui par l'IREB et en fait, on a trois approches, hein, trois domaines sur lesquels on se rejoint, qui sont justement les licitations, l'analyse des exigences et la définition de la solution, ainsi que la gestion du cycle de vie. On en parlait tout à l'heure, hein, très souvent on disait est-ce qu'on est concurrent, est-ce qu'on est, mon opinion est qu'on est plutôt complémentaire parce que le Babok va survoler, va donner une approche plutôt métier de qu'est-ce qui est une exigence. Si on veut vraiment devenir expert de l'exigence, j'invite plutôt à aller en effet vers les schémas de l'IREB proposés par l'IREB en général. Ça rejoint un petit peu ce que l'on dit au niveau de la business analyse. La business analyse est dans le projet, mais elle se situe aussi avant et après le projet. Autour des différents domaines de connaissances, on a 50 techniques qui sont proposées et utilisées. Donc là, on répond peut-être à une des questions qu'il y avait tout à l'heure, hein, qui était quelle est la bonne technique à utiliser. Il n'y a pas de meilleure technique, en fait. Et ce que on voit dans le BACCM, hein, la notion de contexte, la meilleure technique dépend du contexte. Donc, vous pouvez avoir très bien une technique qui marchera dans un contexte et qui, dans un autre contexte, ne pourra pas fonctionner, ne sera pas forcément appropriée. Donc, ça amène à dire qu'il n'y a pas deux meilleurs outils, deux meilleures techniques ou autre. Il n'y a que de la méthode. La vision du business analyst au sein du projet, hein, c'est, en somme, il accompagne le chef de projet qui est concentré dans son projet et il va informer le chef de projet ainsi que le top management, le copil, etc., de tous les éléments qui peuvent être donnés, hein, au sein du projet. Le chef de projet, lui, son intérêt, son objectif, c'est de vérifier que le projet se fasse en temps et en heure et dans les coûts, ou plutôt de manière plus générale avec les ressources qui ont devaient à l'origine être allouées. Le business analyst va justement informer le chef de projet ou le top management de dire est-ce qu'on dévie, est-ce qu'on est dans les projets ou non. Il va justement fournir toutes les informations nécessaires au chef de projet pour définir s'il y a besoin d'accélération ou de ralentissement au sein du projet. Il donne les instructions de vitesse, hein, en somme. Il va veiller à atteindre l'objectif, hein, et notamment, et on rejoint, j'en parlais encore, la valeur, hein, c'est-à-dire que on crée un projet parce qu'il y avait un besoin à l'origine et au final, la solution ne répond pas aux besoins ou alors ne répond pas à la valeur attendue. C'est un cas d'échec. Vous verrez que c'est un cas d'échec énorme tout à l'heure. Et en somme, le business analyst, un de ses rôles est de gérer l'objectif. Il va anticiper les éléments et il va être vigilant sur tous les éléments qui sont autour du projet. On voit là, dans ce que je dis, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de consultants peut-être dans ce qu'on appelle des grandes ESN, dans des grandes SS2I. On est quand même loin de l'activité du business analyst telle qu'on peut souvent la voir, ou la pratiquer, en tout cas en France, dans ces SS2I, qui se réduit uniquement à la gestion de l'exigence, alors que la business analyst, et c'est pas que ça va beaucoup plus loin. Moi, j'aime souvent parler de la MOA++, au final. En somme, quelle est notre vision de la business analyse, hein, si on doit comparer par rapport au projet, c'est en somme le copilote du rallye et ça veut dire donc que c'est deux rôles, deux personnes généralement totalement qui ne sont pas les mêmes. Pour réussir son projet, le business analyst ou l'ingénierie d'exigence va quand même s'appuyer sur une compétence qui s'appelle l'élicitation, hein. La notion d'élicitation, hein, ça veut dire arracher, hein, c'est-à-dire chercher quelque chose, soutirer une information, ce n'est pas quelque chose qui est dit clairement. Vous devez aller chercher justement le besoin, le réel besoin. D'autant, et j'ai vu aussi une question qui parlait tout à l'heure, souvent beaucoup de besoins sont exprimés par leur prisme solution. Vous devez, par exemple, vous avez des besoins autour de la, disons, des besoins de coworking ou des besoins
pas de coworking, mais d'outils d'en ligne, hein, où on parle souvent au travers de Teams. Mais concrètement, c'est quoi le besoin? Qu'est-ce qu'on veut faire? Où est-ce qu'on veut aller? Il m'est arrivé, moi, dans mon expérience, de pouvoir partir sur des projets où on partait sur des projets de type d'analyse de processus qui était le métier l'orienter en disant c'est un outil BPM dont nous en avons besoin. Et puis, en fait, en tirant un petit peu le fil, on se rend compte que c'est des outils de case management qui étaient plutôt propices pour bien répondre, en termes de solutions, pour bien répondre aux besoins. En somme, on n'aurait pas élicité, justement, gratté, hein, tiré le vrai besoin. On aurait, en fait, loupé le projet alors qu'il n'était même pas commencé parce qu'on s'orientait vers une mauvaise solution. Au sein du Babok, on va dire que l'élicitation, ça consiste à faire émerger et ressortir une information provenant des parties prenantes ou d'autres sources. La partie prenante ou les autres sources sont l'origine du besoin qui vont permettre de justifier et d'élucider des exigences. J'introduis du coup un autre terme que vous avez également vu, c'est la notion d'élucider, éliciter, élucider. Les deux termes se valent, j'ai envie de dire, hein, dans les syllabus ou dans le Babok, on parle toujours d'élicitation. C'est dans le passage de l'anglais au français. Si on est en langue en langue française, la notion d'élicitation veut dire arracher, hein, c'est-à-dire on va éliciter un besoin, élucider, on va chercher à résoudre, donc on élucide un problème. En somme, le business analyst va, quand on va être dans une traduction française, chercher à éliciter un besoin pour élucider un problème. Et donc, sur cette partie d'élicitation, qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est chercher le besoin primaire. Chercher ce besoin qui, on l'a dit, ne vient pas tout seul. Pour cela, ça nécessite un art, c'est une réelle compétence qui vous est présentée du coup par Alice. Alice. Oui, tout à fait. Alors, je suis en train de charger. Oh là, ça clignote. Je ne sais pas si vous le voyez. Hein. Alors là, c'est un écran noir. Ça clignote chez moi. Un écran noir dans ce que tu présentes. Alors, attends. Alors, je ne sais pas si vous voyez comment moi ça clignote comme un sapin de Noël, un peu en avance. Est-ce que vous voyez clairement ou pas mon écran? Non, là c'est un écran noir, c'est que tu partages. Tu partages un écran noir. Je vous propose en fait, Thibaut, de continuer à avancer sur les transparents, parce que Alice, on la voyait bien tout à l'heure et on l'entendait. Alice, peut-être à ce moment-là, tu ne partages pas ton écran et Thibaut va avancer les slides pendant que tu présentes, tout simplement. Si ça marche pour vous. Alice, tu es toujours là? Non, je crois qu'on n'a pas perdu Alice. Alors moi, je suis d'accord, mais Alice… On ne t'entend plus, Alice. Alors peut-être tu descends de scène et tu remontes sur scène. Mais il faut que tu départages ton écran. Je pense que tu as un souci avec ton partage d'écran. Donc c'est les aléas du direct. Absolument, et tout est enregistré. Alors ça, c'est pas bien grave, on pourra couper après. Si tu le dis. Donc les présents ne parlent pas de ce petit problème technique et comme ça, voilà. Tout est bien. Donc on attend Alice a une perte de connexion Internet. Ah. Mais je pense qu'elle va revenir. Oui, je pense aussi. On va attendre quelques secondes. Peut-être, Alexis, je te propose de peut-être répondre aux deux questions qu'il y a. Elle revient, voilà, super. Je suis revenue. Je suis désolée. Alors, c'est Alain Simon plein gré. J'ai des problèmes de connexion. J'en ai pas eu depuis le début, donc j'espère que ça va tenir. Alors, Alice, ce que je te propose ce soir, donc ton collègue Thibaut qui met en place les transparents, et tu auras juste à lui faire un petit signe pour lui dire au suivant, de façon… Je pense pas que ça soit lié à ça, c'est ma connexion Internet. Mais tu peux même éteindre ta caméra si tu veux et on t'entendra normalement. Voilà. Ouais. Ce que je propose, c'est que vu que je sais que tu as des petits problèmes de connexion, c'est de limiter la bande passante, parce qu'on a des beaux messages, nous, comme quoi il y a des problèmes de bande passante, c'est moi qui fais l'image et toi tu fais le alors, comme j'ai des des animations, il faut cliquer. Je pense que ça va être un peu compliqué de faire comme ça, mais enfin
Je vais essayer. Aléa du direct, je vous laisse. Bon courage. Ouais, on est parti, on est parti. Alors, je vais partager mon écran, Thibaut, si tu le veux bien. Essaye, pour le moment, moi je partage le mien. Voilà, ça clignote plus chez moi, donc on va tenter comme ça. Hop, alors. Hop. C'est bon, là, Hop, je vais essayer de repasser. Désolée pour le petit cafouillage. Ça y est, je suis repartie. Alors, donc Thibaut nous a parlé des 6 champs de compétences qui étaient dans le BABOK, dont les licitations. Et il faut savoir qu'effectivement, les licitations, c'est quoi? C'est une activité qui est itérative et qui est transverse. Et qui ne doit pas être confondue avec une simple prise de note des exigences et des besoins exprimés par les parties prenantes. C'est une activité qui est en fait délicate à maîtriser parce que effectivement il faut recueillir les besoins, mais pas seulement. Il faut aussi s'assurer que ceux-ci sont exhaustifs, clairs, fiables, non ambigus et consensuels. Donc Sophie nous en a parlé tout à l'heure. Et je voulais aussi partager une petite expérience personnelle. Donc je suis business analyst freelance et j'ai été appelée par un client qui m'a dit, voilà, jusqu'à présent, je faisais appel à des grandes sociétés de services. Alors, je sais qu'un certain nombre d'entre vous, parmi les participants, font partie de ces grosses sociétés de services. Et donc, ce client me disait, mon problème, c'est que ce sont les licitations telles qu'elles sont pratiquées ne me conviennent pas parce que tout simplement, c'est un recueil, c'est une prise de notes, alors que moi, ce que je veux, c'est qu'on me challenge, qu'on challenge mon besoin. Donc, je vais changer de méthode. Je ne vais plus passer par des sociétés de services. Je vais passer par des freelances expérimentés. Donc, j'étais assez surprise. C'est honnêtement la première fois qu'un client me parlait de ça. Mais les résultats qu'il obtenait étaient que, en fait, ses projets n'avançaient pas et étaient mis en difficulté. Donc, il faut vraiment comprendre que les business analysts, leur première préoccupation, c'est de collecter des besoins exhaustifs. Parce qu'en effet, comment être sûr que pour une problématique donnée, on recueille absolument tous les besoins de toutes les parties prenantes? C'est vraiment une préoccupation qu'ont souvent les business analysts. Comment tout recueillir? Comment est-ce que je sais finalement que je recueille tout? Alice, donc, on est d'accord que tu es toujours sur ta slide de présentation? Tout à fait. Je n'ai pas encore déployé. Voilà, tout à fait. Là, je vais passer à la suivante. Voilà, donc Patrick, tout va bien. Tout va bien, voilà, tout va bien, exactement. Alors, est-ce que vous connaissez ce monsieur? Alors, vous voyez le petit drapeau américain, on est en pleine élection américaine, donc c'est d'actualité à l'insu de mon plein gré, parce qu'en fait, cette photo était déjà prévue avant. Ce monsieur, c'est Donald Rumsfeld, qui est un ancien secrétaire d'État à la Défense des États-Unis 2001-2006, donc ça remonte à un certain temps. Et Donald Rumsfeld, pourquoi je vous en parle? Parce que il y a un lien réel avec les licitations. Il y a un documentaire très intéressant qui est sorti en 2013, qui s'appelle The Unknown Known de Errol Morris. Je vous engage à le regarder, c'est passionnant. 33 heures d'interview auprès de cet ancien secrétaire d'État à la Défense. Et qu'est-ce qu'il explique? Il explique que l'objectif suprême du département de la Défense des États-Unis est d'évaluer les connaissances inconnues, c'est-à-dire les choses que vous pensez connaître, mais dont vous vous rendez compte finalement que vous ne les connaissez pas. Et Donald Rumsfeld élabore son propos et le développe en disant ceci. Il y a les connaissances connues, c'est-à-dire c'est tout ce que nous savons consciemment. Il y a aussi les inconnus connus, c'est-à-dire tout ce que nous ignorons, mais que nous avons conscience de ne pas connaître. Et puis, il y a aussi les inconnus inconnus, c'est-à-dire toutes ces choses dont on ne sait même pas qu'on les ignore. Alors, petit rappel de l'histoire, il y a eu les fameuses attaques terroristes des tours jumelles le 11 septembre 2001 qui ont conduit les États-Unis à attaquer l'Irak parce qu'ils avaient la certitude que celle-ci fournissait des armes de destruction massive aux terroristes. Je suis pas là pour faire une polémique, surtout en pleine élection présidentielle américaine, mais ce qui est intéressant, c'est que juste après cette attaque, le 12 février 2002, Rumsfeld a avoué que finalement, il n'y avait pas de preuves évidentes corroborant cette certitude. Encore une fois, c'est pas pour la polémique que je vous raconte tout ça, c'est juste pour vous mettre en lumière l'importance fondamentale de recueillir des besoins et informations exhaustives, fiables, vérifiées et consensuelles, et non ambiguës bien sûr, avant de concevoir et de mettre en œuvre une solution. Alors,
Bien sûr, toute une mauvaise élucidation, une mauvaise élucidation, pour reprendre le terme de l'IREB, ne provoque pas toujours un conflit armé, heureusement, hein, ça serait assez dramatique, mais il n'en reste pas moins que, selon la loi de Murphy des exigences, tout ce qui est susceptible d'aller mal tournera mal, et au pire moment. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous travaillent dans les projets de systèmes d'information, sinon vous ne seriez pas à ce webinaire, mais en informatique, on a certaines lois qui découlent de cette fameuse loi de Murphy. Par exemple, la loi de la panne inopportune, c'est-à-dire qu'un appareil tombera toujours en panne au moment le moins opportun. Vous avez la loi de la compatibilité matérielle, c'est-à-dire la probabilité qu'un périphérique donné soit compatible avec un PC. Eh bien, cette probabilité est inversement proportionnelle aux besoins urgents de se servir de ce dit périphérique. Toujours une loi qui découle de la loi de Murphy, il y a la loi du Titanic. Un appareil qui ne peut pas dysfonctionner, c'est sûr, ça ne peut pas dysfonctionner, eh bien, il le fera quand même. Vous avez après la loi des préférences, et je terminerai là sur la loi de Murphy. Et dans la loi des préférences, eh bien, lorsque deux personnes partagent un ordinateur, leurs préférences logicielles seront radicalement opposées. Alors, en business analyse, on a aussi notre propre loi de Murphy, et c'est celle que je viens de vous afficher à l'instant. Les besoins non exprimés sont toujours révélés au moment le plus inopportun. Donc, je pensais à la question de tout à l'heure, hein, qui était pendant la première partie de ce webinaire. Effectivement, c'est extrêmement important de pouvoir détecter ces besoins non exprimés, parce que, pourquoi si on les découvre trop tard, et là Sophie l'avait bien montré précédemment, c'est là que ça va coûter le plus cher. Alors heureusement, on a quand même un moyen de sécuriser le recueil exhaustif et clair des exigences. Hein. C'est pas parce que je parle de la loi de Murphy que ça veut dire qu'on peut rien y faire. Heureusement, si, on peut faire quelque chose. Et voilà, donc ça, je vous montre une matrice que je vais vous décrire juste après. Avant quand même de vous décrire cette matrice, je voudrais préciser que mon objectif ici, c'est pas de définir les types de besoins métiers et d'exigences de la solution, parce qu'il faudrait vraiment beaucoup plus que ça. Hein. En un quart d'heure, j'ai pas le temps de vous expliquer tout cela. Je suis pas là non plus pour vous parler de la pyramide de Maslow. Peut-être que certains auront ça en tête, la pyramide de Maslow qui détermine les différents besoins physiologiques de l'être humain. Donc, je suis pas là pour faire une explication sociologique. Le but ici, c'est vraiment de montrer comment sécuriser l'élicitation collaborative en recueillant des besoins exhaustifs. Donc, on va revenir à cette matrice que vous voyez à l'écran. Presque tout le monde a vu, au moins vu en tout cas, ou utilisé une matrice de productivité. Alors, je n'ai pas affiché ici, mais ce sont des lignes et des colonnes qui indiquent l'urgence et l'importance ou la criticité en fait de différentes tâches et de différents objectifs. Donc, en partant de cette matrice de productivité, il y a la matrice que vous voyez à l'écran qui peut nous servir justement dans les activités d'élicitation et notamment pour identifier des informations qui, sans cette réflexion préalable, ne sont découvertes qu'à la dernière minute, voire après la mise en production d'une application. Donc là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il y a un axe connaissance, je sais, je ne sais pas, et il y a un axe conscience, je suis conscient ou je ne suis pas conscient. À l'intersection de ces lignes et de ces colonnes, on retrouve l'acteur le plus impacté sur le projet, c'est-à-dire le SME, alors SME, hop, je mets la définition, ou le business analyst. Un SME, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une personne qui fait autorité dans un domaine ou un sujet particulier. Par exemple, si vous êtes sur un projet de mise en place d'un logiciel comptable, en tant que business analyst, vous allez interviewer un certain nombre de parties prenantes et de contributeurs. Si vous interviewez un comptable est un SME. Si vous avez besoin d'interviewer un manager parce que vous allez mettre en place un outil de pilotage, ce manager va être un SME. Si vous avez besoin de mettre en place le RGPD, par exemple, pour la sécurité des données, la confidentialité des données, pardon, vous allez peut-être être amené à interviewer le législateur. Donc, toute personne qui fait autorité dans un domaine est un SME et vous verrez ce terme plusieurs fois dans les prochains slides. Donc, je préfère que ça soit bien clair dans la tête de chacun. Donc, l'hypothèse de base pour éliciter, pour recueillir des besoins, eh bien, c'est que, et pour analyser et mettre en place et mettre en œuvre un besoin de changement, c'est que les connaissances sont un prérequis indispensable pour avoir une vue d'ensemble complète des exigences métiers.
avant de concevoir et d'analyser, de définir des exigences de la solution, il faut avoir une vision complète des besoins, qu'ils soient exprimés, non exprimés, cachés, latents. Donc, dans cette matrice, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a 4 grosses catégories qui vont se trouver à cette intersection de ces axes de la conscience et de la connaissance. Dans la première catégorie, c'est la case verte, à l'intersection de c'est et conscient. Eh bien, ce sont toutes les connaissances dont le SME, dont l'expert, métier, l'expert en tout cas, est conscient. C'est tout ce qu'il est conscient de savoir et dont il sait que les autres personnes auront également besoin qu'on les leur fasse connaître. Ce sont donc des informations qu'il va spontanément vous partager lors du recueil des besoins et des exigences, et c'est ce qu'il va pouvoir être en mesure d'exprimer relativement clairement. Donc ça, on est, entre guillemets, on est content parce que face à nous, on a quelqu'un qui est capable d'exprimer clairement ses attentes, ses besoins ou les exigences de la solution qu'il attend. Dans la deuxième catégorie, il s'agit de la case orange en haut à droite de la matrice. Ce sont toutes les connaissances dont le SME n'est pas au courant que ce sont des connaissances à exprimer. Donc, en fait, c'est toutes ces choses qui sont, on va dire, intrinsèquement connues de ceux qui partagent la même expérience, la même formation ou encore la même profession. En fait, le SME, à ce moment-là, il peut ne même pas se rendre compte qu'il doit en parler au business analyst. Parce que pour lui, il suppose qu'en fait, tout le monde sait ce qu'il sait, ou alors il maîtrise tellement bien ces connaissances-là qu'il ne pense pas en parler. Le jargon professionnel, les acronymes dont parlait aussi Sophie, ou encore un processus qui est mis en place depuis longtemps dans une entreprise, font typiquement partie de cette catégorie de besoins. Ensuite, vous avez la troisième catégorie, c'est la case orange en bas à gauche de la matrice. Alors là, il s'agit des connaissances qui sont non maîtrisées par le business analyst, et donc en tout cas de la personne qui va faire le recueil des besoins et des exigences. Donc ces connaissances, il ne les maîtrise pas, mais par contre, il a conscience de ne pas les maîtriser. Donc il sait qu'il va devoir poser des questions sur ces sujets pour collecter l'information. Et il s'agit d'ailleurs le plus souvent de la première ébauche de la trame de questions qu'il rédige en début de projet. Donc, quand on arrive business analyst dans une nouvelle organisation, un nouveau projet, en général, on ne connaît pas grand-chose. Et donc, on a quelques bribes d'informations. Et sur cette base-là de bribes d'informations, on va construire une trame de questions. Eh bien, c'est cette trame de questions qui va être dans cette troisième catégorie. Il sait qu'il ne sait pas. Il sait qu'il va devoir poser des questions. Puis au fur et à mesure de l'activité des licitations, quelle que soit la technique utilisée, eh bien, sa prise de conscience va s'élever sur ces domaines de connaissances, ça va lui ouvrir d'autres perspectives de questionnement pour approfondir sa compréhension. Et en approfondissant sa compréhension, c'est là qu'il va pouvoir poser des questions pour faire émerger des connaissances non exprimées qu'on retrouvait dans la deuxième catégorie, la case en haut, orange en haut à droite. Et donc, c'est là que le business analyst va pouvoir faire émerger des connaissances non exprimées chez le SME et qui doivent absolument avoir été identifiées. Et puis enfin, vous avez la case rouge qui est la catégorie 4. Alors là, ce sont des connaissances dont le business analyst ignore même l'existence. C'est-à-dire, c'est des informations dont il n'a pas connaissance et il ne sait pas qu'il pourrait en avoir besoin. Et pourtant, ça peut être des informations très importantes et cruciales pour votre projet. Donc, alors qu'est-ce qu'il peut s'agir? Il peut s'agir de cas limites, par exemple, de règles métiers spécifiques ou encore de combinaisons de données qui ne sont pas communiquées. Donc, vous voyez, lorsqu'on voit toutes ces catégories d'informations, on sent bien qu'il y a des informations plus ou moins critiques pour la sécurité de votre projet de système d'information. Et d'après l'expérience de tous les business analysts et la mienne en particulier, les catégories 2 et 4 que je vous ai entourées ici sont vraiment les plus dangereuses parce que les besoins non exprimés, cachés ou latents qui les composent ou qui sous-tendent toutes les exigences, eh bien, c'est vraiment la source c'est la plus grande source, de changement de dernière minute. Donc, c'est fondamental de pouvoir les faire émerger et donc de pouvoir les identifier. Alors, je vais passer maintenant en revue rapidement ces 4 catégories pour vous expliquer un petit peu comment, en tant que business analyst, on peut réussir à faire émerger tous ces besoins qui sont soit exprimés, soit non exprimés, soit cachés, soit latents. Alors, la première catégorie que je vous ai montrée tout à l'heure, c'était la fameuse case verte. Là, vous voyez, c'est du point de vue du subject matter expert. Et il dit quoi? Il dit « Je suis conscient des exigences que je dois exprimer ».
tant mieux. Est-ce que pour autant c'est facile? Pas tant que ça. Il y a vraiment aussi des techniques d'élicitation au niveau du questionnement qu'il s'agit de connaître, mais ça c'est un autre sujet. Donc qu'est-ce qu'un business analyst informé et formé peut faire pour faire émerger ces exigences dont le SME est bien conscient qu'il doit exprimer? Alors tout d'abord, évidemment, il va poser des questions, mais des questions ouvertes, c'est-à-dire des questions comment, pourquoi, que penses-tu d'eux? C'est des questions qui sont à l'opposé des questions fermées qui attendent une réponse binaire du type oui et non. Un business analyst informé pour faire émerger ce type d'exigence, il peut également pratiquer la technique d'écoute réflexive ou de reformulation qui permet non seulement de vérifier la compréhension qu'il a du besoin et des exigences, mais également d'aider les SME à se rappeler d'autres informations à partager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez collecté, recueilli un certain nombre de besoins, vous avez pris en note plein d'informations, vous allez reformuler en disant, mais voilà, tu m'as dit telle chose, est-ce que tu me confirmes que c'est bien de tel et tel sujet dont tu me parles? Est-ce que j'ai bien compris ça? Il ne faut pas hésiter à reformuler parce que vous allez souvent vous rendre compte que ça va ouvrir d'autres pistes. Parfois, vous n'aurez pas forcément compris ce que disait votre SME. Donc ça, c'est vraiment une technique très classique et très importante que la reformulation. Également, vous avez le fait de recueillir des exemples et des cas concrets. C'est vraiment une technique intéressante pour éliciter des besoins exprimés. Ça permet à votre interlocuteur d'illustrer ses explications à l'aide de règles et d'exemples. Et puis, ça permet au business analyst de recueillir encore plus de détails. Et je vous dis, c'est incrémental et itératif, cette discipline d'élicitation. Vous apprenez des informations qui, elles-mêmes, corne d'abondance, va vous faire recueillir encore plus et poser d'autres questions. Et puis enfin, une autre manière de faire émerger ces besoins exprimés, c'est de poser une question en particulier à la fin de chaque interview. Et cette question est la suivante. Vous attendiez-vous à ce que je pose des questions, d'autres questions que je n'ai pas posées lors de cet entretien? Le fait simplement de poser cette question va permettre de recueillir des informations que votre SME, que votre interlocuteur connaît, mais il aura juste simplement oublié de le mentionner au cours de l'entretien. Donc ça, c'était la première catégorie et la manière d'exprimer et de recueillir des exigences déjà exprimées, en tout cas dont il est conscient. Ensuite, vous avez la deuxième catégorie. Alors, il s'agit donc là, j'ai mis la petite phrase qu'il y a dans la tête du SME. Donc, vous voyez, le SME, je l'ai fait figurer par un cerveau avec plein d'engrenages. Il réfléchit beaucoup. Le SME, qu'est-ce qu'il dit? Je ne suis pas conscient de toutes ces choses que je dois exprimer. Donc là, c'est les fameux besoins non exprimés que j'ai vus dans les questions précédentes du webinaire de Sophie et de Raphaël. Alors, comment faire pour faire émerger ces besoins non exprimés? Alors, il y a une première chose que connaissent les développeurs, et oui, je parle des développeurs, c'est la technique de questionnement sans ego qui est issue de ce qu'on appelle l'egoless programming. Donc, un certain nombre de développeurs en système d'information connaissent bien cette technique. C'est une technique qui est utile parce que lorsque vous travaillez en fait avec un interlocuteur qui est très expérimenté et très informé, ce qui est souvent le cas lorsque vous avez des points focaux, des focal points à interviewer, souvent on va vous nommer la personne qui connaît bien évidemment son domaine métier. Eh bien, le fait d'aborder l'élicitation comme si vous étiez un étudiant, un stagiaire, même si vous connaissez bien le sujet, eh bien, ça peut permettre de rendre les SME plus conscients de ce qu'ils savent et de la nécessité de le partager. Je prends mon exemple à titre personnel. J'étais avant contrôleur de gestion et quand je suis devenue business analyst, j'ai commencé sur des projets de business intelligence dont l'audience, dont les utilisateurs finaux étaient des contrôleurs de gestion. C'est parfois très tentant de ne pas poser certaines questions parce qu'on les connaît. En tant qu'ancienne gestion, eh bien, je savais déjà, j'avais déjà des réponses en tête et j'étais parfois tentée de ne pas poser les questions. Et là, on loupe plein d'informations parce que chaque organisation est différente, chaque projet est différent et le fait de se mettre dans la peau d'un stagiaire qui n'y connaît rien, ça nous dit de mettre notre ego de côté, ça nous dit de faire semblant de ne pas connaître même si on pense connaître parce qu'en réalité, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'est la première technique. Deuxième technique, pour faire émerger toutes les choses dont le SME n'est pas conscient qu'il doit les exprimer, eh bien, il s'agit de pratiquer un questionnement fin pour découvrir les cas aux limites. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas évident de prime abord, tout ce qui
tout ce qui n'est pas ce qu'on appelle les cas nominaux. Le cas nominal, c'est un cas standard, une fonctionnalité standard, mais il y a tous les cas aux limites qui ne sont pas évidents de prime abord. Et là, les questions qu'on peut poser, nous, en tant que business analyst, pour faire émerger ces types de besoins et d'exigences, c'est par exemple la suivante: ce processus a-t-il échoué dans le passé et que s'est-il passé? Est-ce que ce problème a pu être résolu sans votre intervention ou est-ce que vous avez dû trouver une solution? Qu'est-ce que vous avez fait pour résoudre telle ou telle situation? Donc, c'est vraiment ce type de questionnement qui permet de faire émerger tous ces besoins-là. Ensuite, vous avez une troisième manière, en fait, de recueillir ces besoins, c'est d'inciter le SME à la collaboration. Comment? En faisant intervenir tout simplement un membre de son équipe, mais qui est moins expérimenté. Parce que donc le SME expert, vous allez l'interviewer, mais vous allez lui demander de faire venir dans l'entretien quelqu'un d'autre qui connaît moins, peut-être quelqu'un qui a débuté il y a peu de temps. Et souvent, en fait, c'est cette personne de l'équipe qui est moins expérimentée qui va elle-même poser des questions au SME plus expérimenté parce qu'il va se rendre compte qu'il en a besoin pour lui-même travailler. Donc, ça a un double effet. La première chose, c'est que ça va renforcer l'importance perçue des questions que pose le business analyst. Et je le répète souvent, mais un business analyst, il doit inspirer confiance pour pouvoir recueillir de l'information. Plus il va inspirer confiance, plus en face de lui, il aura des gens qui vont avoir envie de transmettre de l'information qui est notre matière première, c'est notre mine d'or, l'information. Et le deuxième effet qui se coule de cette manière de faire intervenir un SME moins expérimenté, eh bien, c'est d'inciter évidemment le SME plus expérimenté à partager le maximum de ses connaissances. Troisième catégorie, alors là, on va passer dans la tête du business analyst que j'ai figuré en Superman, puisque souvent, le business analyst sur un projet de système d'information, on attend un peu de lui qui résolve à peu près tout. Et il ne travaille pas seul, le business analyst, il est au sein d'une équipe et tous ces éléments d'équipe sont très importants. Alors, dans cette catégorie, le business analyst, mettons, débute une mission, un nouveau projet et il est conscient de ce qu'il ne sait pas. Ou en tout cas, il est conscient qu'il ne connaît rien. Comment faire quand on commence en tant que débutant, alors qu'on ne connaît absolument rien, peut-être ni l'organisation, ni le secteur d'activité, comment est-ce qu'on fait pour recueillir les besoins des utilisateurs, du client et recueillir les exigences? Première possibilité, enfin, ce n'est pas une possibilité, c'est un prérequis tout simplement, ça semble tomber sous le sens, mais malgré tout, je pense qu'il y en a plein qui ne le font pas. Il faut préparer soigneusement la séance d'élicitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser d'autres techniques d'élicitation comme la lecture de la documentation, le data mining, l'analyse des interfaces. En tout cas, voilà, s'imprégner de tout ce qui existe comme information avant de passer à l'interview ou à l'atelier de travail. Il faut faire des recherches terminologiques également. Sophie et Raphaël en parlaient, de l'importance de termes et du glossaire, de termes non ambigus. Dans beaucoup d'entreprises, il existe des glossaires. Donc, il faut s'imprégner de toutes ces informations avant de commencer la séance. Il faut être capable, en fait, de parler la même langue que vos contributeurs. C'est vraiment indispensable. Également, si vous êtes amené à faire des interviews auprès de plusieurs personnes, de plusieurs SME qui parlent de la même chose, eh bien, conservez les questions que vous avez posées lors du premier interview sur la même thématique. Ça va vous faire gagner du temps si vous avez besoin de faire des interviews avec d'autres experts du même domaine. Deuxième astuce, alors, posez les bonnes questions, les bonnes séries de questions. Ça, c'est évident, c'est vraiment le cœur du travail de préparation d'un business analyst, mais également s'adapter en temps réel. Ne soyez pas psychorigide lorsque vous faites un interview. C'est bien d'avoir préparé, il faut préparer. Il faut avoir une série de questions et des bonnes questions, mais vous allez vous rendre compte qu'en cours d'interview, en cours d'élicitation, vous allez apprendre d'autres choses. L'interaction, la dynamique d'échange va vous forcément faire que vous ne pourrez pas respecter à la lettre votre trame de questions. Et c'est OK, et c'est tant mieux, parce que il faut être flexible pour justement être capable de capter le plus d'informations possible. Donc, sachez vous adapter en temps réel. Moi, j'aime bien mêler les questions préparées et, on va dire, le feeling que j'ai pendant l'interview pour adapter au mieux. Il y a parfois des questionnements, on se rend compte que c'est trop gros comme information, qu'on ne pourra pas le traiter dans l'interview. En ce cas-là, n'hésitez pas à mettre ces questions, ces thématiques de côté et à refaire une interview plus tard sur cette thématique en particulier. Et d'autres fois, on peut l'aborder pendant l'interview. Troisième astuce,
c'est pas une astuce là encore, hein, c'est utiliser à bon escient les compétences inter- et intrapersonnelles de l'analyste métier. Concentrez-vous vraiment sur les besoins du SME lors de l'entretien. L'objectif, c'est encore une fois de vous aider, de vous présenter comme une personne qui peut l'aider, lui ou elle, à trouver des solutions pour résoudre son problème. C'est pas parce que le projet a été propulsé par la hiérarchie, par les managers, par la direction, que ça va pas résoudre un problème individuel. Et c'est à vous, en tant que business analyst, pour recueillir des besoins non exprimés ou qui sont dans la tête de vos contributeurs et dont ils n'ont pas forcément conscience ou qui ne savent pas exprimer, eh bien, le meilleur moyen de le faire, c'est vraiment de se mettre à leur place, de voir comment ils travaillent, et c'est là que vous allez détecter leurs vrais besoins sous-jacents. Il faut vraiment que vous sachiez conseiller, vous sachiez inspirer confiance, parce que ça va vous permettre à votre interlocuteur de se sentir plus décontracté et de considérer que vous allez pouvoir vraiment lui apporter une aide réelle. Quand il sera convaincu de ça, il va vraiment être dans une posture de vouloir vous donner le plus d'informations possible et de se creuser la tête pour essayer de vous apporter le plus de plus-value pour que, au final, la solution que vous allez concevoir lui convienne. Donc ça, c'est très important. Alors, dernière catégorie, la catégorie numéro 4, qui est j'ignore que je ne sais pas certaines choses. Alors, c'est la catégorie qui est la plus difficile à aborder et pour des raisons, on va dire, évidentes. Parce que si vous, business analyst, si vous ne savez pas que vous n'avez pas l'information dont vous avez besoin, je ne sais pas si vous me comprenez, si vous ne savez pas ça, comment est-ce que vous êtes censé la demander, puisque vous ne savez pas qu'elle existe, cette information, et que vous en avez besoin. Alors, la première solution, c'est d'abord d'écouter attentivement. Ça, c'est le propre du business analyst, mais surtout de poser beaucoup de questions de rebond. Les questions de rebond, c'est pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ne pas se contenter d'une réponse de votre SME, mais tout le temps essayer de creuser. La méthode des 5 pourquoi est aussi une méthode très intéressante que vous allez regarder sur Internet après ce webinaire, qui va vous permettre vraiment d'aller jusqu'à la cause racine. Et ces questions de rebond vont vous permettre d'aller chercher ces informations dont vous ignorez, que vous ne savez pas, que vous avez besoin de les avoir. Voilà. Alors, deuxième manière de faire, eh bien, ça rejoint là, le besoin d'écrire des glossaires et de définir tous les termes ambigus, etc. Soyez attentifs à tous les termes qui ne vous sont pas familiers. Beaucoup de business analysts débutants, ils n'osent pas dire qu'ils ne comprennent pas. Ils prennent en note des tas de choses dont ils ne comprennent pas ni le début ni la fin. Un terme qui ne vous est pas familier, c'est un signal d'alerte. Il faut que vous posiez la question pour que vous compreniez ce que c'est. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Toujours dans la même veine au niveau de cette réflexion de tout ce qui n'est pas familier, si vous entendez votre SME, votre contributeur faire référence à des personnes ou à des processus dont vous n'étiez pas au courant de l'existence ou de l'importance, c'est pareil, signal d'alerte. Si ça se trouve, ce sont des informations que vous ignorez et qui sont très importantes. Donc, informez-vous, creusez le sujet. Autre manière de faire, ça rejoint ce que j'ai dit précédemment, mais n'acceptez pas les réponses trop générales ou trop vagues ou trop ambiguës. Raphaël a parlé tout à l'heure de certains termes, toujours, jamais. Quand on décrit les exigences, eh bien, lorsque vous allez faire de l'élicitation, du recueil de besoins, c'est également quelque chose de très important à avoir en tête. N'acceptez pas tout ce qui est trop général. Faites préciser. Tout ce qui est vague et ambigu également. Et puis, j'aime bien aussi donner cette petite astuce. Vous pouvez également employer des techniques de vente parce qu'un vendeur, qu'est-ce qu'on lui demande quand on forme un vendeur? On lui demande d'aller découvrir les besoins des clients, d'être empathique, d'être l'interlocuteur où on a envie de l'écouter et même lui acheter son tapis, mais qui n'a pas besoin de tapis. Un business analyst, il n'est pas commercial, mais par contre, il n'est pas vendeur, mais par contre, il a vraiment ces soft skills, ces compétences inter- et intrapersonnelles très importantes qui sont dans la communication et dans le recueil du besoin pour y répondre. Donc, les techniques de vente, c'est aussi un moyen vraiment pour c'est une approche en interview qui vous permet d'être perçu comme un allié, comme un conseiller de confiance et qui permet de montrer à vos contributeurs que vous allez pouvoir résoudre leurs problèmes spécifiques. Ça va vraiment vous aider à vous concentrer sur le quoi, sur le pourquoi, au lieu simplement du comment.
parce qu'effectivement, la compréhension du processus dans son ensemble, c'est un apport essentiel du business analyst. C'est là que se situe sa plus-value sur un projet et c'est vraiment là que vous allez sécuriser le projet. Alors, pour terminer… Alice, oui, c'est ça, pour terminer. Excuse-moi, je donnerai de terminer, sinon on n'aura pas le temps de finir les questions. Tout à fait. Oui, j'en ai pour 2 secondes. Pour terminer, à retenir… recueillir les exigences, vous avez compris, ça ne signifie pas prendre en note les besoins exprimés, c'est bien au-delà de ça. Deuxième chose à retenir, éliciter, c'est un dosage subtil entre compétences professionnelles et personnelles. Donc effectivement, vous avez compris qu'il y avait des techniques d'élicitation, il y a une manière d'aborder les interviews lorsque vous êtes dans l'élicitation collaborative. On n'a pas parlé de toutes les autres, il y a le sondage, il y a le data mining, les analyses d'interface, le prototypage, mais pour se concentrer juste sur l'élicitation collaborative, il y a quand même des techniques très importantes à maîtriser, mais il y a également vos compétences inter- et intrapersonnelles qui sont hyper importantes, 50%, 50%. Voilà, il faut vraiment cultiver ça. Et puis, en période de Covid, je ne peux pas m'empêcher de le dire, parce que je vois beaucoup de business analysts qui galèrent en ce moment pour éliciter correctement à distance. Le virtuel et le distanciel est souvent insuffisant quand même, il faut le reconnaître. On peut éliciter des informations de tas de manières différentes à distance, mais 80% de la communication est en non-verbal. Il faut vraiment être conscient de ça, qu'il y a une perte de qualité lorsqu'on est à distance. Et on fait avec en ce moment, c'est des contraintes. Mais je pense que s'il y a des chefs de projet face à moi, il faut qu'ils aient conscience que la qualité peut en pâtir et peut-être aussi et surtout les délais. Donc, c'est important à avoir en tête. Et pour finir, retenez vraiment qu'une élicitation bâclée fait peser de gros risques sur vos projets. Donc, c'est le mot de la fin. J'espère pas avoir trop dépassé le délai. Et j'en finis là. J'espère vous avoir apporté des informations sur tous ces besoins exprimés, non exprimés à éliciter. Je repasse la main. Merci Alice, merci Thibaut, parce que présentation très intéressante. On n'a pas fini. Questions d'ailleurs très intéressantes. Alors, avant de passer aux questions, je vais juste rappeler que vous avez également dans les sondages la possibilité de répondre sur la journée entière, enfin sur cette 2 heures, comment vous avez trouvé ce webinaire. Et puis ensuite, pour chacune des présentations, vous avez également moyen de voter. Pour l'instant, vous êtes très peu à avoir voté, n'hésitez pas à y passer. D'autres questions sont là également qui vous permettent, si l'horaire vous correspond à ce que vous attendiez, si le format est adapté. Et puis les thématiques, quand je vous parlais tout à l'heure pour le 2021, j'ai GFIO 2021, quelles thématiques souhaiteriez-vous qu'on mette en place? Donc n'hésitez pas à aller dans les sondages et on va passer aux questions. Alexis, on n'avait pas terminé. Oh, pardon. Voilà. Justement, si on parlait de la sécurisation, de pourquoi sécuriser, je l'ai un peu introduit, donc je vais juste les passer très rapidement. En chiffres, quand on parle de projet, de réussite de projet, on a 32% de projets qui sont estimés ayant un taux étant arrivé avec succès aux objectifs. En 2018, on avait toujours 70% qui sont estimés à être échoués. Donc les éléments ne sont pas inventés, c'est le Standish Group dans son étude KO qui de 2009 à 2012 faisait des analyses, des statistiques. Puis après 2012, voyant que les statistiques n'évaluaient pas, ils se sont concentrés sur les causes. Pourquoi est-ce que les projets échouent? On voyait des changements de priorité dans les entreprises. On rejoint là dans des activités de business analyse, changement des objectifs du projet, le projet Lévy, et des collectes erronées des besoins exprimés par le prisme solution, je l'avais dit, ou alors une mauvaise rédaction des exigences. Ça aussi, c'est des éléments qu'on a en commun au LIREP. Alors, qu'est-ce qu'on cherche pour sécuriser un projet? Comment le sécuriser? Déjà, c'est de réussir. Et surtout, en réussissant le projet, on va chercher à garantir la valeur du projet qui, à l'origine, l'avait justifié. Donc, c'est tout ça, c'est pourquoi sécuriser une solution? Qu'est-ce qu'on appelle notamment sécuriser une solution? Garantir la valeur de la solution qui l'avait justifiée. Éliciter un besoin, on l'a vu, un besoin, qu'est-ce que c'est? C'est délivrer une bonne solution au bon besoin, se donner les moyens de pouvoir anticiper en posant les bonnes questions, en pouvant prévenir justement tout ce périmètre de besoins cachés. On parle, on a la note de cadrage, etc. Là, nous, on parle plutôt de vision de 360. Quelles sont ces composantes? Ce seront des descriptions, une origine, définir quels sont les objectifs, les parties prenantes, les risques à faire dans le projet, mais également à ne pas faire. Quels sont les composants d'une solution, une vue très macroscopique de la solution, où pour chacun des composants, on estime une valeur,
une plusieurs valeurs, et pour quelle partie prenante. Ces éléments de composants vont permettre également donc de créer des scénarios de solutions pour pouvoir justement anticiper les changements, parce que ça aussi, c'est une autre chose, on a beaucoup de mal. Un projet en fait, on a beaucoup de mal lorsque le projet est lancé à partir vers des plans B, vers d'autres plans. Le projet Louvain avait été un exemple. Le projet Louvain, pour rappel, c'était la solde militaire. Je ne me rappelle plus exactement les chiffres, mais à un moment, il s'agit d'un outil de paye uniquement. Et donc, on n'avait pas l'un des principaux problèmes de notre point de vue était que le problème est qu'ils n'avaient pas de plan B et qu'ils ont fait focus plan A. Et donc, ils n'avaient pas de solution de sortie, pas de solution d'alternative. Bonne pratique, rédiger, décrire les besoins, les exigences, ne pas les interpréter, toujours des phrases courtes, ne pas anticiper au travers d'une solution. Les éléments sont priorisables et testables, c'est-à-dire tout à l'heure on parlait des exigences non testables. Une exigence non testable n'est pas une exigence au sens Baboc. Une exigence est toujours testable. Permettre de définir un usage cible, qu'est-ce qu'on va chercher à faire, et entrer et définir autour d'un périmètre. Si on doit aller un peu plus loin, qu'est-ce que veut dire sécuriser une solution? Ça veut dire que du besoin à son exigence solution, on est en capacité d'assurer une traçabilité. Un besoin est composé d'une origine, il a une description, il a un bénéfice attendu, il a des risques à faire, il a des risques à couvrir, qui vont se transformer au travers de la vue 360. On va avoir le pourquoi, on va décliner le pourquoi, ou on va définir les parties prenantes. C'est un des premiers points. On avait le cas du besoin non exprimé. On a le cas de la partie prenante non identifiée. Vous êtes sur un projet logiciel où vous avez le directeur achat qui s'aperçoit en fin de projet qu'en fait, il est fortement impliqué par rapport à votre solution. Votre solution risque de pas être déployée parce que peut-être que le directeur achat a les moyens de mettre son veto sur la solution que vous étiez en train de travailler. Les objectifs, bien comprendre les objectifs, les enjeux, les composants d'une solution, la valeur qui sont portées, la notion de ressources et de capacité, les business capabilities, on appelle ça. On pourra revenir par la suite pour détailler un petit peu plus ce concept, les différents scénarios. Chaque partie prenante va elle-même porter des exigences. Donc, on va associer à chacune des exigences par des exigences parties prenantes, les stakeholder requirements. Quelle est la partie prenante qui l'exprime? Au travers de quel objectif l'exigence contribue et quelle est la catégorisation de cette exigence. On va chercher derrière cette exigence partie prenante à l'associer à des exigences solutions, c'est-à-dire le comment. Là, ici, la partie prenante nous exprime un quoi, on va y répondre à comment on adresse la solution. Cette solution répond toujours à des objectifs, elle va permettre de générer des cahiers des charges par rapport à un composant solution et va pouvoir être estimée en termes de valeur. Et l'exigence solution va être évaluée si elle est dimensionnée et si elle est priorisable par rapport aux besoins de contexte. En somme, que ce soit du besoin ou l'exigence solution, on est capable de l'éliciter et donc d'assurer sa traçabilité. Et de l'exigence solution au besoin d'origine, on est en capacité de pouvoir évaluer le résultat. Et donc, en conclusion, qu'est-ce que veut dire sécuriser un projet? C'est la première compétence, l'élicitation. C'est une compétence humaine qui va permettre d'identifier les besoins non exprimés, qui sont une des causes d'échec de projet, qui vont permettre de pouvoir mieux cibler, mieux définir les exigences, et ensuite d'assurer une cohérence du besoin à la solution et assurer une traçabilité des différents niveaux d'exigence. Voici la clé de la réussite d'un projet. Merci Thibaut. Alors, on est très en retard. Vous avez battu tous les records, 58 minutes. Désolé. Normalement, on finit à 13h, donc il nous reste 2 minutes de questions. Ça va être un peu compliqué. Donc, je rappelle et je remercie d'abord toutes les personnes qui sont. Tout d'abord, je vous remercie en présentation, mais je remercie également toutes les personnes qui sont restées aussi tard. Vous êtes encore plus de 200. On en a perdu quelques-unes en dernier quart d'heure. Participez au sondage, s'il vous plaît, pour nous renseigner, pour nous aider à nous améliorer. Merci. Et puis, je vais prendre quelques questions. Je ne vais pas pouvoir toutes les prendre et je suis malheureux. Par contre, on enverra toutes ces questions à Thibaut et Alice. Et si elles veulent, évidemment, y répondre, ça sera avec grand plaisir. Première question que je vois qui remporte le plus de suffrages par rapport au nombre de votes, c'est le rôle du business analyst dans une organisation agile PO ou copilote du PO. Par l'interrogation. Alors, ça, c'est la grande question actuelle avec l'agilité. Effectivement, le rôle de business analyst n'existe pas officiellement dans la plupart des méthodes agiles, Scrum, Safe, etc. Et donc, c'est une grosse problématique
lorsque le business analyst arrive sur un projet, ça dépend du contexte. C'est-à-dire que moi, je conseille toujours, en tant que business analyst, déjà de d'éliciter déjà, hein, première phase d'éllicitation pour savoir quel est le rôle et la responsabilité qui est attendue du business analyst sur le projet. Ça peut être tous les cas de figure. Ça peut être product owner, si jamais le business analyst est maîtrise d'ouvrage, ça veut dire qu'il est salarié du client, hein, il est en interne, donc il peut être product owner. Il peut être mais il peut être product owner principal ou secondaire dans des équipes de product owner. Il peut être aussi facilitateur auprès de l'équipe technique. Il peut être juste là pour faire le lien entre le product owner et l'équipe de dev. Et donc, ce sera son rôle, facilitateur. Il peut être aussi, il peut aider, en fait, product owner, on va dire… Alice, oui. Alice, on va essayer de faire des réponses courtes. Moi, je répondrai… Alors, ça dépend. Les deux sont possibles, voire aucun des deux. Voilà. Merci pour ta réponse, Thibaut. La réponse va frustrer tout le monde. Très bien. Deuxième question. Le business analyst est-il MOA ou MOE? Les deux. Quel est le rôle d'un business analyst par rapport à l'architecture fonctionnelle MOE, par rapport à l'analyste fonctionnel MOE qui écrit les specs? Juste une précision, la distinction MOA, MO2 est quelque chose qui est très, très, très français. Alors en Suisse, hein, il n'y a pas forcément cette distinction, hein, chez nos propres voisins. Au Canada, où on partage la même langue, ça n'existe pas. Cette distinction est réellement très française. On dit le business analyst, vous allez dans d'autres endroits, hein, le business analyst, il a aussi d'autres noms, il a l'ingénieur des exigences, dans certains cas, on l'appelle aussi. On a aussi, il y a un terme que je vois beaucoup dernièrement, c'est le business architecte, où il y avait un grand débat. Donc en somme, quel est le rôle du business analyst par rapport à l'architecte MOE ou autre? Si on dit que la MOE est dans un aspect très technique, le business analyst n'a pas un profil très technique, hein, il est plutôt orienté métier. Revenons sur la base du métier de business analyst, il est là pour faciliter entre le métier et l'informatique. Il va définir des exigences, il va définir des besoins. Il ne va pas aller mettre la main dans l'outil, il ne va pas aller lui-même faire du développement. Ce qui permet, je crois, de commencer à répondre à l'autre question. Du coup, oui, un peu plus compliqué celle-ci. En termes de capitalisation des connaissances, j'ai l'impression d'être aujourd'hui la vieille école en rédigeant des specs très détaillés. Qu'est-ce que vous privilégiez? Des specs détaillés, description des écrans, données RG, un référentiel des règles métiers, une documentation métier allégée, en interrogation. Alors, ça dépend du cycle de vie, ça dépend de la gestion de projet. Et du contexte, sans doute. Déjà, la gestion de projet. Si c'est une gestion de projet en V ou en cascade, par exemple, traditionnelle, on attend de la documentation très pointue. Donc, vous avez en général, par exemple, des spécifications fonctionnelles qui vont décrire les différentes… comment réagit la fonctionnalité, et vous aurez à côté de ça un glossaire et toutes les règles métiers. Vous pourrez avoir également des maquettes qui vont illustrer l'IHM, etc. Après, vous pouvez aussi travailler avec des UX UI designers pour la partie, on va dire, IHM. Donc, dans les projets gérés en V ou en cascade, c'est très détaillé. C'est ce qu'on attend parce que c'est la base après pour le travail de l'architecte technique et d'équipe de dev. Par contre, dans les projets agiles, c'est pas ça, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Déjà, le périmètre de travail du business analyst va être hyper circonscrit au sprint, c'est-à-dire aux fonctionnalités, au nombre de fonctionnalités qui vont être déployées dans un sprint. Et donc, ça va être tout petit périmètre métier, contrairement au cycle en V ou en cascade, c'est quasiment tout le projet ou tout un lot qui va être décrit. Et la description, elle va être hyper allégée également, puisque la documentation en agile, elle est légère, c'est le but. Donc, vous allez faire plutôt privilégier tout ce qui est maquette, prototype. Vous allez écrire les règles métiers, mais pas forcément… D'abord, les spécifications fonctionnelles détaillées n'existent pas de manière agile. Vous aurez éventuellement des fichiers Excel qui vont détailler toutes les règles. Vous allez faire les user stories pour alimenter le product backlog. Donc, c'est une manière de faire qui est complètement différente. Et donc, la personne qui pose la question, je pense qu'elle travaille plutôt sur des projets en V ou en cascade où la documentation doit être très détaillée. Doit, et quelquefois, il y a même une norme ou un référentiel qui l'impose. Hein, tout à fait. Pour l'industrie. Je prends encore deux autres questions. Bonjour, en tant que business analyst freelance, c'est pour vous, Alice, c'est sûr. Quel est le format de votre livrable? Exprimez-vous le besoin en phrase, en schéma, ou comment celui-ci était classé temporellement par phase d'activité? Est-ce que je peux commencer, Alice? Vas-y, parce qu'en fait, c'est une question à tiroir, donc vas-y. Voilà, oui. En somme, il n'y a pas de… On est toujours en recherche dans la pratique ultime.
il n'y a pas de pratique ultime, il n'y a pas de méthode tout-terrain, il n'y a pas de livrable unique. Le livrable peut être des phrases, peut être exprimé en français, en langage commun, peut être exprimé à travers des schémas, peut être exprimé à travers des modèles de données. Donc, on a différents formats qui pourront être fournis. Il faut que, en fait, j'ai envie de dire que c'est on rejoint sur une notion de valeur, hein, c'est est-ce que votre livrable s'il est compris par votre client. Si un simple dessin est suffisant et compréhensible par votre client, à quoi ça sert d'aller faire plus? Alors, je voulais juste aussi étoffer en disant que là, c'est Olivier qui pose la question. Le problème, c'est que je ne sais pas de quel livrable il parle. Est-ce que un business analyst, il peut intervenir, comme disait Thibaut, en pré-projet, donc analyse d'opportunité, business case, cadrage. Il peut intervenir pendant le projet. Il va faire, par exemple, les spécifications fonctionnelles générales, spécifications fonctionnelles détaillées. Il va préparer la stratégie de test fonctionnel. Il va préparer les scénarios et quêtes test. Il va parfois les exécuter, même si effectivement au niveau de l'IBA et de l'IREP, c'est pas une activité qui devrait être faite par un business analyst. Donc Olivier, de quelle activité parlez-vous? Est-ce que c'est mettons les spécifications fonctionnelles détaillées, puisqu'on est dans un webinaire sur les exigences, et dans ce cas-là, allez, je fais une hypothèse, c'est des spécifications fonctionnelles détaillées. Comment j'exprime? Comme disait Thibaut, ça dépend du projet. Un petit projet, c'est peut-être pas nécessaire d'être plus royaliste que le roi. On va passer plus de temps et donc ça va coûter plus cher de faire quelque chose de beaucoup trop détaillé alors que quelque chose de plus succinct suffira. Pour des gros projets ou des projets à risque, ça dépend après du risque également, mais ça sera une analyse qui aura été faite au préalable. Il peut être parfois nécessaire d'aller extrêmement dans le détail et de mettre autant d'exprimer de manière textuelle que de manière modélisée. Donc, on peut utiliser de l'UML, de la BPMN, donc c'est de la modélisation, des langages de modélisation qui vont permettre de visualiser des informations complexes. Donc, tout dépendra de la complexité et du risque sur le projet. Et donc, le livrable, forcément, il va être plus ou moins complexe, on va dire, en fonction de ce contexte. Voilà, c'est une réponse un peu générale, mais il faudrait que j'en sache plus. Là, allez, dernière question d'Abdel Nasser. Alors, ça tombe bien, en plus, je le connais. Vous allez croire que c'est une question que j'ai prise. C'est un ancien de mes étudiants de la formation, comme quoi accompagner l'équipe de projet tout au long du cycle de vie voudrait dire que le BA est un profil polyvalent, expérience, analyse de dev, test, mise au prod, etc. Si je peux, beaucoup de BA à l'heure actuelle sont souvent issus d'une école de commerce et ensuite sont partis vers de l'informatique ou parfois issus d'une école informatique allant vers de l'école de commerce. Très clairement, le BA, la majorité, sont formés pour être assez polyvalents, déjà de base. Hein. J'évoquais les écoles tout à l'heure, c'est vraiment des cursus ou des formations relativement particulières. Alors moi, je me plais à dire, c'est les moutons à 5 pattes. Hein. Ils doivent avoir une compétence humaine, enfin plusieurs compétences humaines relativement fortes, mais également des compétences techniques, être curieux, etc. En revanche, est-ce que le business analyst se retrouve à faire du développement? Non. Est-ce qu'il peut encadrer une mise en production? Peut-être. Est-ce qu'il est dans la phase de test? Il ne fait pas les tests, mais il va encadrer, j'en parlais tout à l'heure, il va définir les cas de test, il va définir quelles sont les données à utiliser dans les jeux de test. Oui. Est-ce qu'il va faire de l'analyse? Il va faire quasiment que ça. Donc, lui, il va être dans un profil, va avoir un profil relativement polyvalent parce que il est amené à devoir utiliser diverses compétences, diverses techniques qui vont être parfois de l'ordre de l'informatique, parfois de l'ordre de la modélisation de données, de l'usage de UML ou de la modélisation avec BPMN, va devoir être dans de l'écoute active ou de l'écoute réflexive, ça Alice en a parlé, va parfois s'adresser tant au métier comme il va pouvoir s'adresser et intervenir auprès du top management. En fait, tout va dépendre du contexte où il est, donc c'est pour ça que c'est souvent des profils polyvalents. Je ne sais pas qui est en train de partager. C'est moi. C'est moi. Je suis en train de penser à la suite aussi. Donc, merci pour cette réponse. J'ai envie de dire que vous vous limitez en général à l'informatique, mais le business analyst, il peut être sur n'importe quel produit. Ça peut être matériel également.
ça peut être dans l'industrie, on peut travailler sur un train. Donc, ce métier-là, il existe partout, hein, il n'est pas uniquement lié à l'informatique. Nous, on disait, tout le monde est également business analyst parce que ne serait-ce que quand vous êtes, vous, en train de vouloir acheter votre voiture, vous avez des besoins où la voiture va elle-même répondre en termes d'exigence à ses besoins. Donc, vous êtes en train vous-même de raisonner. Donc, on est un petit peu tous ce business analyst parce qu'à un moment où on analyse une action que l'on va réaliser, on fait de la business analyse. À partir du moment où vous êtes dans un changement et vous devez réfléchir aux conséquences de ce changement, réfléchir à votre besoin et comment les exigences vont pouvoir combler ce besoin, vous faites de la business analyse. Très bien. On va devoir s'arrêter là, hein. Je suis désolé, le sujet vous passionne et nous passionne toujours parce que vous êtes encore plus de 170 à nous suivre. Je vous demande, s'il vous plaît, d'évaluer un petit peu ces présentations qui nous ont été faites et puis nous donner quelques idées pour l'année prochaine en termes de thématiques, hein, à partir de l'onglet sondage. Et puis, je vous rappelle qu'il y a encore 2 autres journées, notamment sur les outils. On a eu beaucoup de questions sur les outils. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. L'outil magique, vous pouvez toujours le chercher. Il n'existe pas. Celui qui fait tout non plus. Mais quoi qu'il en soit, il y aura quand même des retours d'expérience assez intéressants d'entreprises qui ont utilisé un certain nombre de méthodes ou d'outils qui arriveront demain et après-demain. Et donc, je vous souhaite également de pouvoir vous y inscrire rapidement et puis d'être présent demain, si vous le voulez bien, comme on dit. Merci encore à tous les présentateurs. Thibaut et puis Alice, un grand merci. On aura l'occasion de se revoir. Hein, je voudrais absolument vous avoir d'ailleurs. On va en discuter un petit peu après si vous le souhaitez. Bonne journée à tous et puis à bientôt. Au revoir. Bonne journée à tous. Bonne journée, merci beaucoup. Alice, Thibaut, est-ce que je peux vous appeler sur un autre canal peut-être? Oui. Lequel? Teams, c'est possible pour vous? J'ai pas Teams, mais si tu nous envoies une invitation.